Aujourd'hui, je représente également Claire Martsen et Tiffaine Chevalier, donc, qui sont chercheuses IRD, et qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc je les représente et je leur remercie pour le travail qu'on a pu fournir ensemble pour préparer cette présentation. Donc cette présentation s'intitule « Séquestrer du carbone, enrichir les sols en matière organique, quelle opportunité pour la viticulture ?» Je vais commencer finalement par un point de vocabulaire qui permet de centrer, de préciser l'axe de cette présentation. Donc nous avons choisi de parler de séquestrer du carbone plutôt que de stocker du carbone. La différence est assez ténue, mais elle est importante là dans le cadre de cette présentation. Lorsqu'on parle de séquestrer du carbone, ça veut dire que l'on a un transfert effectif du carbone depuis le compartiment atmosphère vers le compartiment sol. La séquestration de carbone dans les sols induit bien sûr un stockage de carbone. Mais les stockages de carbone n'induisent pas toujours forcément une séquestration de carbone. Ça peut être, je vais donner un exemple pour illustrer ce fait. Si un agriculteur choisit de faire appel à son voisin éleveur pour apporter du fumier dans une de ses parcelles pour réaugmenter la teneur en matière organique de ses sols, il va effectivement stocker du carbone, mais vis-à-vis d'un scénario où le fumier est apporté sur une parcelle plutôt qu'une autre, l'influence sur la séquestration du carbone sera assez neutre. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, on va surtout s'intéresser sur les techniques notamment d'enherbement des sols qui permettent, via l'augmentation de la photosynthèse, l'augmentation de la production de biomasse par unité de surface et par an, effectivement, ça a un impact positif sur la séquestration du carbone. Voilà, donc cette présentation, elle est plutôt axée, bien entendu, vis-à-vis de l'enjeu de la lutte contre l'augmentation des gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on a choisi plutôt ce terme séquestré du carbone. Donc je vais commencer tout de suite avec cette première diapo donc, qui représente les flux de carbone entre différents compartiments. Donc on distingue notamment 3 compartiments. Nous avons le compartiment sol, qui contient une quantité assez gigantesque de carbone. Nous avons un compartiment également qui est représenté par les océans et bien sûr le compartiment qui correspond à l'atmosphère. Et premier message de cette diapo, c'est que finalement le compartiment sol, l'ordre de grandeur, finalement représente 3 fois plus de carbone que le compartiment atmosphère. Donc on a beaucoup plus de carbone dans les sols par rapport à l'atmosphère. Donc bien entendu, on voit qu'il y a des marges d'erreur et d'estimation qui sont plus ou moins importantes. C'est en fonction de l'estimation de la profondeur des sols sur les planètes, sur la Terre, qui peuvent varier de manière assez importante. Ensuite, par rapport à ces compartiments, donc ces compartiments, nous le savons, sont peu stables, dans le sens où il y a des échanges entre ces compartiments. Par rapport à l'échange entre le compartiment atmosphère et le compartiment sol, on voit qu'aujourd'hui, les sols représentent un puits de carbone avec une séquestration donc, de carbone assez importante par les sols. Et cette séquestration, l'ordre de grandeur, on voit qu'elle est de la même ordre de grandeur que la séquestration, enfin, que le puits de carbone océanique. Par rapport à cette séquestration de carbone par les sols, une petite précision, aujourd'hui les sols agricoles représentent à l'échelle de la planète environ 37% des sols de la planète. Et on a 31% des sols de la planète qui sont également occupés par des forêts. Et à l'échelle de la planète, ce qui explique l'évolution, la variation de ce rôle puits de carbone des sols, c'est finalement cette proportion de sol agricole vs sol forestier. Donc les sols forestiers séquestrent plus de carbone que les sols agricoles, et même la conversion des sols forestiers en sols agricoles a tendance plutôt à déstocker du carbone et à induire une émission de carbone depuis le compartiment sol vers le compartiment atmosphère. Donc finalement, le message, et ça fait sens par rapport à la première présentation, un enjeu en plus de la préservation de la santé des sols agricoles, c'est bien entendu de conserver leur fertilité pour éviter d'avoir à défricher des surfaces supplémentaires. Ensuite,
Par rapport donc à ces notions de compartiment et de séquestration de carbone, étant donné que la quantité de carbone présente dans les sols à l'échelle de la planète est bien plus importante que la quantité de carbone présente dans l'atmosphère, une toute petite augmentation annuelle de la quantité de carbone stockée dans les sols permettrait de compenser les surplus d'émissions associés aux activités humaines. Donc c'est toute la notion du projet 4 pour 1000. Donc au-delà du chiffre 4 pour 1000, une augmentation de la quantité du stockage de carbone dans les sols de 4 pour 1000 à l'échelle de la planète, qui permet vraiment de compenser les émissions de CO2 de l'activité humaine. Au-delà de ce chiffre-là, qui peut faire débat en fonction de ce qu'on prend en compte, l'intérêt de ce projet 4 pour 1000, ça a été vraiment de centrer le débat et de centrer l'intérêt autour du rôle des sols et plus particulièrement de l'agriculture vis-à-vis de cette lutte contre le changement climatique. Alors donc, dans cette présentation, je m'intéresse beaucoup finalement à l'aspect carbone, à l'aspect CO2. Il y a d'autres leviers sur lesquels l'agriculture peut jouer vis-à-vis de cette lutte contre le changement climatique. C'est notamment la gestion des émissions de méthane par les sols. Donc ça, je ne l'aborde pas parce que en viticulture, il y a quand même un enjeu moins important. Et également la diminution des émissions de protoxyde d'azote, qui est donc un gaz à effet de serre qui a un pouvoir radiatif global 300 fois plus important que le CO2. Et là, le levier d'action principal en agriculture, c'est plutôt l'optimisation, la réduction des intrants azotés de synthèse. Donc là encore, cet aspect-là n'est pas abordé dans cette présentation et peut-être l'enjeu est un peu moins important sur la viticulture. Donc là, on s'intéresse vraiment sur les itinéraires techniques, les actions, les opérations culturelles que pourraient mettre en place les viticulteurs pour augmenter cette séquestration de carbone. Donc un petit point sur la matière organique. Le premier message finalement de cette diapo, c'est que cette matière organique-là, la majorité de la matière organique qu'on trouve dans les sols, en masse en tout cas, est de la matière organique morte, plus ou moins invisible. Donc on peut évaluer éventuellement en fonction de la couleur plus ou moins noire des sols. Mais finalement, la majorité de cette matière organique-là est invisible puisqu'elle est associée aux minéraux. Donc entre 80, voilà, sur l'ordre de grandeur, plus de 80% de cette matière organique est finalement liée aux minéraux, donc vraiment à l'échelle microscopique, à l'échelle de molécules. Nous avons également de la matière organique particulière. Donc cette matière organique particulière, finalement, ce sont des débris de végétaux, de biomasse, qui peuvent être à différents états de décomposition, donc plus ou moins reconnaissables. Et bien entendu, le compartiment le moins important en termes de masse dans les sols, mais le plus important finalement en termes de fonction, je dirais, ce sont donc les organismes vivants et la matière organique soluble qui permettent, on va le voir dans la diapo suivante, mais finalement qui sont à l'origine de nombreuses fonctions dans les sols, et notamment la fonction flux de matière organique, recyclage des matières organiques et donc libération d'éléments de nutriments pour la nutrition des plantes. Sur cette diapo, je voudrais aussi préciser une chose sur la séquestration de carbone. Finalement, il y a deux aspects du stockage de carbone dans les sols. Les fonctions des sols, finalement, sont associées soit à un stock de carbone dans les sols. Donc, associé au stock de carbone dans les sols, il y a des fonctions de type rétention des polluants, stockage de carbone, séquestration de carbone bien entendu, augmentation du complexe adsorbant et donc de la richesse chimique des sols. Et donc ça, c'est la première fonction associée aux matières organiques des sols, mais on a une deuxième fonction associée plutôt au flux de matière organique dans les sols et donc à la biodégradation par les organismes du sol. Et ces fonctions-là sont plutôt des fonctions de fourniture de nutriments pour la nutrition des plantes, parce que si on a de la matière organique qui est biodégradée, on a des nutriments sous forme minéraux qui sont donc rendus biodisponibles pour la nutrition des plantes.
Et on a également les fonctions associées à la vie des organismes hétérotrophes du sol. J'en cite un plus particulièrement qui concerne mes sujets de recherche, qui est notamment la stabilité structurale. Les micro-organismes du sol favorisent la stabilité structurale du sol, favorisent donc la fertilité physique des sols. Voilà, donc finalement, on a deux aspects agronomiques, deux intérêts agronomiques à la matière organique des sols, un associé plutôt à ce stock de matière organique et un autre associé plutôt à leur décomposition et à l'activité microbienne. Alors, cette diapo, simplement pour préciser, donc très souvent dans les discours, on confond carbone du sol et matière organique du sol. C'est normal parce que dans la plupart des situations, le carbone du sol est majoritairement représenté par la matière organique, sauf quelques exceptions dans les sols calcaires où effectivement on a des quantités significatives de carbonate qui engendrent finalement une quantité de stock de carbone minéral dans les sols. Mais voilà, cette diapo tout simplement pour préciser le fait que carbone du sol, ici on parle plutôt de matière organique dans cette présentation, et on laisse de côté les sols calcaires et le carbonate du sol. Alors, par rapport au processus qui influence le cycle du carbone dans les sols, et donc le fait qu'on stocke plus ou moins de carbone dans les sols, il y a une première approche à échelle terrestre qui permet de mettre en évidence un premier phénomène. On voit que dans les régions des hémisphères, et notamment l'hémisphère nord, on a des quantités de carbone dans les sols qui sont bien plus importantes par rapport aux tropiques. Et ça s'explique par le fait que la première explication de la quantité de carbone stockée dans les sols, finalement, c'est le climat. Parce que lorsque le climat est chaud et humide, cela va stimuler l'activité biologique des sols et va plutôt favoriser la biodégradation des matières organiques dans les sols. Donc ça va donc plutôt rendre assez difficile l'augmentation de la séquestration du carbone dans les sols et le stockage de carbone dans les sols. Dans les climats plutôt avec des hivers rigoureux et donc qui stoppent l'activité microbienne, on va avoir forcément une période associée à l'activité microbienne qui va être réduite et donc un stockage de carbone dans les sols qui va être plutôt facilité. Donc on le voit très bien ici dans l'hémisphère nord avec des stocks de carbone assez importants. Il y a bien entendu un autre élément qui est la profondeur des sols. Qui joue beaucoup sur le stock de carbone dans nos sols. Alors, à l'échelle de la France, on observe donc des fortes hétérogénéités de stock de carbone dans nos sols qui peuvent être expliquées par plusieurs phénomènes. Donc, je vais reprendre tout d'abord en lien avec le premier phénomène donc, qui est la durée d'activité biologique dans les sols. Les sols situés plutôt en climat montagnard sont les sols où on a le plus de carbone, donc associés finalement à ce ralentissement de l'activité biologique. Et au contraire, on a des sols plutôt dans le sud de la France avec des stocks de carbone moins importants. Donc ça, c'est associé plutôt à des textures du sol moins favorables au stockage de carbone, donc notamment des sols assez peu riches en argile. Donc l'argile est un élément qui favorise le stockage de carbone. Et on a également les pratiques agricoles qui influencent fortement la quantité de stock de carbone dans les sols. Donc on voit ici que dans les forêts, les prairies stockent finalement plus de carbone que dans les sols occupés par les vignes, où c'est l'objet de cette présentation. On va voir qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour augmenter le stock de carbone dans les sols occupés par les vignes. Donc c'est pas seulement du fait de l'occupation des sols que les sols viticoles ont plutôt des stocks moins importants en carbone, c'est aussi associé au fait que finalement les vignes, on les trouve dans les sols sans doute moins profonds, plus superficiels, plutôt dans le sud de la France. Et donc, naturellement, on a également des conditions pédoclimatiques qui sont moins favorables au stockage du carbone. Donc attention, le message, c'est pas de dire la viticulture induit moins de stock de carbone, il y a aussi cet aspect-là historique, pédoclimatique, qui fait que les sols sur lesquels sont implantées les vignes ont naturellement tendance à moins facilement stocker du carbone. Alors, par rapport donc à ce cycle du carbone,
Ce cycle du carbone, finalement, on peut le représenter sous la forme d'un bilan, dans le sens où on a en entrée des entrées de carbone qui sont associées bien sûr à la photosynthèse et la production primaire de biomasse. Et cette biomasse primaire qui rentre dans le sol, finalement, constitue des entrées de carbone au sol. Ces entrées de carbone peuvent être plus ou moins importantes en fonction des cultures, en fonction des choix éventuellement d'exportation de biomasse, d'apport de matière organique exogène. Donc ça, c'est tout ce qui constitue l'entrée de carbone dans les sols. Et de l'autre côté, nous avons des sorties de carbone dans les sols associées à l'activité biologique, donc au phénomène de biodégradation de la matière organique, puis de minéralisation. Donc le bilan entre ces flux entrants et ces flux sortants de carbone dans un sol explique qu'un sol va plutôt stocker du carbone ou bien déstocker du carbone. Et donc finalement, l'agriculteur, lui, on va voir, et la présentation suivante va également aborder cette question-là, finalement, le levier d'action d'un agriculteur pour pouvoir augmenter ce stock de carbone dans son sol, c'est finalement de jouer sur les entrées de matière organique, sur les entrées de biomasse dans les sols. Donc pour cela, il y a plusieurs leviers qui permettent d'augmenter la quantité de biomasse qui rentre dans les sols. Donc notamment l'implantation de haies en bordure de parcelles, pourquoi pas, l'enherbement, qui est donc le levier d'action principal d'un point de vue quantitatif, le choix de ne pas exporter les produits de la taille éventuellement, ou alors de les rapporter au sol, et bien entendu, pourquoi pas, l'apport de compost, de fumier qui peuvent augmenter ce stock de carbone, la teneur en matière organique des sols. Autre message également, toutes les entrées de carbone ne se valent pas. Simplement pour, voilà, je pense que c'est important de le préciser, même si la biomasse finalement aérienne est visuellement assez faible, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas un impact significatif et positif sur le stockage de carbone, sur la séquestration de carbone, parce que finalement 20% des produits de la photosynthèse des plantes finalement est libéré sous forme d'exudat racinaire par les plantes, et donc finalement au-delà de ce qu'on voit visuellement, donc au-delà de la biomasse aérienne, la biomasse racinaire est 2,5 fois plus efficace pour stocker le carbone dans les sols par rapport à la biomasse aérienne. Et donc même si notre niveau de biomasse n'est pas spectaculaire d'un point de vue au niveau aérien, malgré tout, on peut avoir des effets assez positifs sur le stockage de carbone par l'intermédiaire de ces phénomènes de libération d'exudats racinaires, et également par la restitution des parties racinaires dans les sols qui sont assez récalcitrantes de manière générale à la biodégradation. Voilà, donc surtout cette partie racinaire qui est finalement invisible à l'œil joue quand même un rôle assez important. Ensuite, donc vous avez maintenant compris avec cette présentation que pour jouer sur le stockage de carbone, on s'intéresse sur les entrées de carbone dans les sols et au fait d'augmenter les flux de carbone entrant dans les sols. Et donc ça a une conséquence, c'est que finalement ce stockage, ce surplus de stockage, cette augmentation du stock de carbone dans les sols, finalement est assujetti à une pratique. Donc si on décide d'enherber une parcelle, cette pratique va induire une augmentation du stock de carbone dans les sols, et ensuite on va atteindre un plateau lorsque les flux de carbone entrants vont être compensés par les flux de carbone sortants. Et ce surplus de stock de carbone finalement va durer tant que cette pratique d'enherbement sera présente. Si cette pratique d'enherbement est abandonnée, hop, on aura à nouveau plus de sorties que d'entrées de carbone dans les sols, et donc nous aurons à nouveau un déstockage de carbone. Donc ça, c'est important dans cette solution présentée de bien avoir en tête que pour maintenir ce stock de carbone, il faut maintenir les pratiques stockantes dans le temps. Alors, dans cette présentation, on n'aborde pas d'autres façons de séquestrer de carbone qui pourraient être de transformer la biomasse en matière
peu biodégradable et vraiment très voilà, qui peu biodégradable et qui ne peut pas faire l'objet de biodégradation. Je pense notamment au charbon de bois, aux fameux biochars, qui sont à l'origine voilà, des sols noirs d'Amazonie ou même de certaines zones dans les Tchernozem en Ukraine. Donc ça peut être une solution qui n'a pas été abordée aujourd'hui. Simplement, l'intérêt n'est pas non plus le même d'un point de vue agronomique. Lorsqu'on apporte des charbons de bois, on ne va pas influencer de la même manière la fertilité du sol par rapport à une solution qui vise à augmenter les flux de carbone dans les sols et donc forcément à stimuler l'activité biologique des sols. Alors, quelques éléments chiffrés par rapport aux opportunités de stockage de carbone dans les sols en viticulture. Donc dans les sols en viticulture, on a bien entendu le potentiel biophysique associé au contexte bioclimatique par rapport notamment à la pratique de l'enherbement. À ce potentiel biophysique, il faut retrancher le potentiel technico-économique. Finalement, il faut évaluer le coût-bénéfice de l'itinéraire technique, par exemple de l'implantation de l'enherbement, avec notamment les coûts de la mise en œuvre de la pratique. Et à partir de ces éléments-là, on obtient un potentiel réel de stockage dans les sols en viticulture. Donc sur cette étude réalisée par l'INRA, premier élément qui m'a finalement un peu surpris lorsque je l'ai vu, mais qui est assez intéressant, c'est que finalement, d'un point de vue économique, la pratique de l'enherbement, le coût de l'enherbement serait négatif, dans le sens où l'implantation de cet enherbement pourrait permettre de compenser les coûts associés au labourage et un herbicide pour gérer l'enherbement spontané d'une parcelle. Donc finalement, enherber, implanter des couverts sur des parcelles de vignes pourrait contrebalancer ce coût d'entretien associé au labour et au fait de garder le sol nu sur les vignes. Donc ce chiffre, bon, on pourra le discuter, mais ça permet au moins de faire passer ce message important que ça se discute au moins d'un point de vue économique, il peut y avoir un intérêt à l'enherbement. Alors cette étude ne prend pas en compte par contre les éventuelles diminutions de la production de raisins sur les parcelles. Donc ça reste du cas par cas, mais le message intéressant c'est que voilà, par rapport à un scénario sans enherbement, on peut avoir un intérêt économique. Et ensuite, vis-à-vis des quantités stockées, les potentiels de stockage sous vigne en cas d'enherbement varient entre 160 et 250 kg de carbone par hectare et par an, et ça en fonction des scénarios enherbement permanent ou simplement avec un enherbement hivernal. Voilà, et donc finalement, quelle opportunité pour la viticulture? Donc stocker du carbone, c'est bien sûr stocker de la matière organique. Avec le scénario enherbement, et vous le verrez plus en détail dans les présentations d'après, c'est forcément améliorer la fertilité des sols, et notamment la fertilité biologique des sols. Ça permet, voilà, cet enherbement permet d'augmenter donc la production primaire, et donc voilà, d'augmenter la vie du sol, les flux de carbone dans les sols. Le stockage n'est pas ridicule en termes de quantité de carbone stocké par an, 200 kg de carbone par hectare et par an. Voilà, c'est significatif. C'est significatif, mais il restera vrai, ce stockage, seulement si la pratique est maintenue dans le temps. Voilà, et en ouverture également, aujourd'hui, il y a un marché carbone qui est en train de se mettre en place, avec un prix plancher fixé à 30 € de la tonne de CO2 équivalent stocké dans les sols, séquestré dans les sols, pardon. Et donc, aujourd'hui, il y a une opportunité à la fois technico-économique pour mettre en œuvre ces pratiques. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, la filière est en train de développer un label pour faire reconnaître ces pratiques, et notamment l'enherbement, et pour pouvoir les valoriser vis-à-vis de ce marché carbone.